Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Angélique Gauthier, qui est photographe d'hébergement et qui va nous livrer des clés concrètes pour auditer vos annonces et vos photos d'hébergement pour les rendre plus attractives et donc améliorer votre visibilité et votre taux de réservation. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Salut Angélique, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Tu es une fidèle lectrice de la newsletter d'abord et je t'en remercie. Et puis on échange régulièrement suite à mes newsletters. En général, tu me réponds par mail. Et puis de fil en aiguille, l'idée de ce podcast est née. Tu es photographe d'hébergement, spécialisé en hébergement touristique. Je te laisse d'abord peut-être nous présenter ton parcours, nous dire d'où tu viens, ton parcours, parce que pour spoiler d'emblée, c'est que t'es photographe après une reconversion, mais tu es quand même issu du secteur du tourisme. C'est pour ça que l'hébergement touristique n'est pas là par hasard. Tu peux nous expliquer effectivement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir cette niche bien spécifique qui est la photographie d'hébergement? Merci à toi, Yann, de m'accueillir ici parce que je suis absolument ravie de partager mon premier épisode de podcast avec toi et sur ton podcast Action Réservation. Donc oui, je suis photographe d'hébergement touristique, donc j'aide les hébergistes classiques et insolites à afficher complet grâce à des images de qualité pour une communication améliorée. Je suis basée à Fontainebleau, mais je me déplace partout en France. Je viens jusqu'à mes clients pour les aider justement à mieux révéler la beauté de leurs hébergements. Et en effet, c'est une reconversion puisque au départ, je suis issue du milieu équestre. Ma première passion, c'est le cheval. Et avant même d'avoir passé mon bac en études agricoles, j'ai été appelée par une relation de mon père qui ouvrait sur un domaine la première cabane perchée en Île-de-France et en Seine-et-Marne. Et en fait, j'ai commencé comme ça, le petit job d'étudiant qui après, une cabane qui marche bien, 2 cabanes, mais c'était le tout début, les premières cabanes rousses, tu vois. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de douche, enfin le truc aujourd'hui ça passerait plus forcément. Et en fait j'ai fait mes premières 10 années d'expérience comme ça avec un coup de travail dans le cheval. Je revenais aux cabanes pour les saisons de vacances, les vacances d'avril, les grosses saisons, etc. Augmentation des responsabilités, adaptation, évolution par rapport aux demandes de la clientèle. Et j'ai même fait un petit peu aussi 2 ans d'hôtellerie classique. Avec un hôtel étoilé. Et puis quand je suis revenue après par amour sur les cabanes, j'avais encore plus d'expérience. Et là, les gestions des réservations, des bookings, la communication, les choix, les stocks, etc. Donc, j'ai vraiment baigné dans cet univers très nature. Et surtout que j'adorais ça, tu vois, la chance d'être au contact naturel tous les jours. Les cabanes qui étaient entourées de pleine nature, tu as accès à des animaux, des chouettes, le chevreuil sous la cabane. Enfin, tu vends ça à tes clients ne connaissent pas, tu montes aux cabanes sportives, enfin, tu les connais par tous les temps, sous la flotte, la chaleur, en tongs, en bottes, enfin, c'est vraiment une expérience inoubliable. Et qu'est-ce qui m'a amené en fait après à être photographe, c'est parce que durant ces années-là, j'ai commencé aussi un petit peu à faire de la photo par plaisir. Et l'activité des cabanes sur lesquelles j'étais salariée s'est arrêtée de manière volontaire. C'était un choix de leur part de déménager sans emmener les cabanes avec eux. Et c'était le moment pour moi de réfléchir à une conversion. J'ai toujours été un petit peu en conflit avec le côté salariat. Il n'y a que chez eux que j'étais toujours été en confiance et que j'étais autonome et que tant que le travail était fait, que les clients étaient contents, que les retours étaient chaleureux, et c'était le cas, c'était pas très grave. Je me réalisais comme je voulais, j'étais libre. Et donc, cette liberté, moi, c'est très précieux chez moi. Ouais, donc pour la conserver, tu t'es mise à ton compte. C'est ça. Et tu as choisi parce que tu aurais pu aller choisir d'accompagner sur la partie commercialisation, enfin gestion de clients, etc. Mais tu as choisi le côté plus communication au travers des photos. Ça, c'est ton souhait. Et du coup, tu fais cette activité depuis quand à temps plein? À temps plein depuis 1 an. Ok. Et je me suis lancée depuis 2019, où la première année, j'étais à temps plein déjà. Et entre-temps, il y a un petit mi-temps qui est venu se greffer, histoire de remettre un petit peu de gaz sur le départ.
Ok, d'accord. Et mais par contre, ouais, l'activité dans le tourisme, tu m'as dit, je crois depuis 2007, tu avais commencé, ouais, Ouais, c'était en 2007. Ouais. D'accord, c'est ok. ça. Ok, super. Alors, l'objectif de cet épisode, hein, c'est vraiment d'arriver à donner des conseils concrets à tous les hébergeurs et puis même, j'ai envie de dire, les destinations touristiques qui veulent mettre en avant des hébergements pour justement rendre les photos d'hébergement plus attractives. J'avais déjà fait quelques épisodes très rares sur cette notion-là, sur la partie déco aussi. Mais là, c'est vraiment, je pense qu'on peut commencer peut-être par que tu nous dises quelles sont, selon toi, les erreurs les plus courantes que tu observes à chaque fois que tu regardes des annonces d'hébergeurs. Je pense qu'il y a toujours des erreurs qui reviennent. Moi, j'en vois, hein, mais je voudrais quand même te laisser. Est-ce que il y a peut-être au moins trois, voire plus, je ne sais pas combien tu en aurais listé, des erreurs courantes que tu observes à chaque fois sur les annonces, que ce soit sur Airbnb, Booking, leur site internet, même Ouais. sur leur compte Instagram. C'est quoi l'erreur courante ou les erreurs courantes que tu constates à chaque fois? Eh ben, écoute, les trois erreurs fondamentales que je constate et qui me font mal aux yeux, et des Mm. fois je ne comprends pas la raison, parce que moi aussi je voyage et donc moi aussi je cherche des hôtels. Et Mm. ben, moi aussi, je vais des fois sur Airbnb et donc bah, mes yeux saignent. La première, alors c'était quand j'allais sur Paris, je me rappelle, il y avait un lot d'annonces d'appartements où les rideaux étaient tirés et c'était, tu sais, on prend les photos avec le téléphone, mais on n'a pas nettoyé le petit cache derrière, ce qui Mm. fait qu'en fait, ça fait un côté gras sur la photo, un côté pelliculeux. Ça manque de piqué, ça manque de netteté et qu'il n'y a rien qui donne envie parce que les rideaux tirés et la lumière vite fait allumée, ça fait un peu comme si on cache quelque chose. Mm. Faut pas voir quelque chose et que c'est un truc un peu glauque, quoi. Donc ça donne D'accord. pas envie, c'était sombre. Ou aussi certains qui n'avaient pas allumé les lumières. Rideaux tirés ou c'était à la nuit, t'as juste la petite lampe au coin qui éclaire que dalle. Et donc, en fait, tu vois que tu as une grosse masse de canapé devant, mais tu ne vois pas la pièce. Oui, ça te donne pas envie de venir. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Mais je viens là, je vais me prendre les pieds dans le Ça fait tapis, je vais me peur. cogner Finalement, ça fait mais peur. complètement. Donc, Ouais. du coup, quand tu vas, même si c'était en plus, c'était à des endroits qui étaient stratégiques pour moi. C'était genre à 300 mètres du lieu où j'avais rendez-vous. Moi, Paris, j'étais pas trop, c'était génial comme lieu, mais quand je vois les photos, je dis, mais non, je préférais aller à 1 kilomètre plus loin où les photos sont plus valorisantes que là à 300 mètres où les Ouais. photos sont pourries. Ça me faisait flipper. Après, l'erreur aussi majoritaire, c'est tous ceux qui photographient. Alors, c'est un tic qui photographie, il lève les bras. Mm. C'est-à-dire que tu as la photo en fait qui est prise de haut et tu as le téléphone en fait qui s'incline Oui. et qui en fait Ouais. fait qu'en fait tu as tous les angles des murs qui partent dans les coins de la photo et qui fait que c'est un truc totalement tordu. Et quand tu regardes la photo, tu sais plus trop comment c'est. Puis en fait, le fait de lever les bras, souvent les personnes quand ils font ça, ils espèrent donner du La volume à la perspective, pièce, ouais, ou de voilà, la. puis Mm. agrandir le système. Et en fait, non, pas du tout, parce que le système, c'est qu'en fait, on prend plus de place au plafond, le lit paraît plus petit, et puis que les perspectives sont totalement modifiées en Mm. fait. Et donc arrêtons cette double erreur de lever les bras, de mettre le téléphone au-dessus de la tête. Et de Arrêtons cette pencher le erreur-là téléphone vers et de le l'avant. pencher. Mm. Voilà. Et que même si des fois on lève les bras, au pire, gardons-le vertical, bien droit. Enfin, Mm. mes astuces pour contrecarrer ça, bah, c'est justement d'être vigilant, avoir son téléphone bien droit, de se redresser un peu soi-même et de garder le téléphone près du corps. Et après, de redescendre au niveau et de mettre le téléphone. L'astuce, c'est de la mettre au niveau du nombril, ce qui Oui, donnera à des 1 mètre. perspectives Ils disent droites. souvent à 1 mètre, Fameux ouais. 1 mètre, voilà, c'est ça. Moi, Mm. je fais le repère du nombril, grosso modo, ça donne Mm. un petit peu le repère. Et puis, si on a du mal, on se place au niveau du nombril, puis on se met à genoux, on fait la photo, puis on se Mm. relève. Ouais, 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 effectivement, ça fait partie des conseils que j'avais donnés aussi dans un épisode sur la prise de photo avec son smartphone, parce que effectivement, effectivement, le fait de pencher en avant ou vers le haut, bah, effectivement, ça déforme totalement la pièce, ouais, tout à fait. Moi, ce que je vois aussi dans les erreurs, parfois, et je pense que ça peut peut-être te faire tiquer, je vais compléter, moi, je comprends pas parfois le choix de la photo de couverture. Tu sais, des fois, il y a Exact. la photo numéro un, hein, que ce soit une annonce, qu'il soit sur le Bon Coin, Airbnb, Booking. Bon, bah, la première photo, déjà, souvent, il y a un choix, une erreur de choix, quoi, une erreur de casting sur le choix de la photo de couverture. Moi, je le vois beaucoup. Là-dessus, j'espère que, enfin, je sais pas si tu as prévu de nous donner quelques conseils sur comment choisir sa photo de couverture. Ça peut être important aussi d'avoir comme astuce. Et puis, moi, une autre erreur que je vois souvent, c'est que il n'y a pas de mise en scène ou il y a une volonté de mettre en scène, mais elle est quand même ratée parce qu'on va pas assez loin dans la mise en scène. Exact. En fait, Carrément, elle n'est pas aboutie. Ceux qui font ça ne vont pas au bout des c'est choses. ça. Tu as juste mis la table, mais il n'y a rien d'autre. En fait, il y a pas de vie. En fait, en fait, ça Ouais. manque de vie. Qui dit mise en scène dit ça rend vivant.
Donc, en C'est fait, ça. mettre une table, en fait, t'es pas dans un catalogue Alinea ou Ikea ou autre, quoi. En fait, et encore, même eux, ils se donnent la peine de remplir les verres et les assiettes, quoi. Mais Maintenant, ouais. moi, ce qui me dérange le plus, c'est que autant ne pas essayer de faire de mise en scène plutôt que d'en faire une, effectivement, à moitié, parce que du coup, finalement, ça apporte pas grand-chose en plus, en fait. Donc, ça fait partie des erreurs les plus grandes. Donc, on donne déjà quelques pistes de ce que tu peux déjà enlever ou améliorer. Le problème de luminosité, moi, c'est quelque chose que je vois souvent. Moi, ça n'aurait pas été pour le côté glauque tu sais, mais c'est plus ce côté, je vois pas tout. Et du coup, ça joue plus sur le côté, c'est transparent, j'ai rien à cacher, tu vois. Pas dans le côté, oui, c'est sombre, etc., mais c'est plus dans le côté, c'est lumineux, et du coup, tu vois aussi déjà la lumière, parce que tu as envie d'être dans un endroit lumineux en général. Exact. Et voilà, c'est plus cette notion de donner de la luminosité pour montrer que en fait, on va baigner dans le soleil, quoi. C'est quand même en général ce qu'on vient chercher quand on part en vacances. Et puis, montrer que mieux montrer les volumes. Justement, on parlait tout à l'heure des photos pour donner de la profondeur, mais la luminosité donne ça déjà. Donc, il y a effectivement des soucis sur la luminosité, parfois qui est faite parce qu'on un problème qui arrive parce qu'on ne choisit pas forcément la meilleure heure pour sa prise de vue. Mais c'est pour ça que moi, je donne toujours le conseil de faire des photos, mais à différents moments de la journée et garder les meilleures, en fait. Que ce soit le matin, enfin, le soleil, voilà, tourne et en fonction des pièces, si le soleil est plutôt côté matin, il faut privilégier, etc., quoi. Donc, est-ce que toi, tu aurais une liste de points à contrôler sur ces photos avant qu'on démarre vraiment dans le gros du sujet? Est-ce qu'il y a des points à contrôler sur ces photos d'hébergement? Tout à l'heure, tu as parlé du gras sur l'objectif, un objectif mal nettoyé. Ça paraît bête comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi, même avec mon smartphone, quand je prends des photos de mes enfants, etc. Je me dis, mais pourquoi il y a ce film-là? Et en fait, oui, c'est parce que l'objectif, il est sale, quoi, Ouais. tout simplement. Parce que là, on va peut-être se focaliser, si tu veux bien, dans l'épisode, sur des photos majoritairement prises avec son téléphone, parce que Mais tout le bien monde n'est sûr. pas équipé. Tout le monde n'est pas équipé comme toi, hein, d'appareils photo professionnels. Mais du coup, on peut quand même, je pense, guider un peu. Est-ce qu'il y a des points, voilà, une espèce de checklist déjà à contrôler sur ces photos d'hébergement avant de démarrer? Tous les conseils que je donne, c'est forcément des conseils applicables avec un téléphone, puisqu'aujourd'hui, tout le monde photographie avec un téléphone et c'est souvent plus simple. C'est le truc qu'on a dans la poche, qu'on a toujours avec soi, parce que des fois, acheter déjà un boîtier pour ça, on connaît pas, on prend pas le bon boîtier, il est pas ultra bien équipé, il faut apprendre à le maîtriser, connaître les boutons. En fait, on connaît pas son outil, alors que le téléphone, on le manipule au quotidien, on fait des photos, comme tu dis, des enfants, des paysages au quotidien, donc on est habitué à travailler avec, à manipuler, à interagir avec. Donc, restons simples. Et ce qui fait la photo, c'est pas l'outil, c'est la manière dont on la crée, en fait. C'est notre manière à nous de voir les choses. Et en fait, pour l'annonce majeure, quand tu me disais des annonces, la photo majeure, en fait, les personnes se trompent en voulant mettre, par exemple, l'endroit à eux qui leur plaît le plus, Mhm. et qui, en fait, n'est pas photographié de la bonne manière, qui n'est pas un espace valorisant. Par exemple, il y a des endroits où on voudrait valoriser un domaine, une ambiance, un lieu. Par exemple, pour revenir sur le contexte où j'ai travaillé pendant longtemps, la photo qui faisait vendre nos cabanes à fond, là où on la faisait, c'était au fond du parc, là où les gens allaient en dernier, parce qu'il y avait vu sur le domaine le cadre nature, la cabane, la demeure qui était un château en vrai, et qui faisait l'ensemble, tu vois. Oui, une Et pour avoir perspective ça, d'ensemble. Mm. fallait aller au bout, tu vois. En fait, il y a des fois la photo majeure qui va donner envie au client de venir chez toi. Et ben, c'est pas là où on s'attend à la faire. C'est pas la photo depuis l'entrée, c'est pas la photo d'accueil, c'est pas la photo d'une chambre, etc. C'est d'aller au fond du jardin, sous les arbres, pour donner un contexte assez sympathique de maison cosy avec un endroit chaleureux, ou une des meilleures chambres, mais la meilleure chambre, c'est pas forcément celle qu'on préfère nous, mais la meilleure chambre qui, en termes d'agencement, en termes d'équilibre des volumes et en termes de lumière ou de global. Et donc, c'est pour ça qu'il est important des fois de prendre les photos où on a trois chambres, par exemple, à vouloir mettre en avant. Ben, on met les trois photos côte à côte et on se dit avec laquelle je me sens mieux. C'est pas Mm. laquelle je préfère ou laquelle est plus jolie comme chambre ou comme drap. C'est avec laquelle de ces trois photos, quand je les regarde, je me sens apaisée, sereine et que j'ai envie d'y aller. C'est qu'est-ce Mhm. qu'on ressent à voir les photos. La photo, c'est que du ressenti. Le client, quand il voit tes photos pour venir chez toi, c'est que du ressenti, c'est que du feeling. Tu peux avoir une photo parfaite techniquement si elle ne
Et pas d'émotion, ouais. Voilà, s'il n'émane rien de la photo, eh ben, il y a des fois une photo qui serait peut-être un peu moins bonne, marchera mieux parce qu'il émane quelque chose de la photo, tu vois. Comme tu me disais, les photos euh, on va pas au bout de l'idée, les tables qui sont pas mises, enfin, on met les tables, mais on a les verres tournés ou autre chose. Je vois ça souvent, les personnes qui veulent valoriser l'apéro ou une offre apéritive ou la bouteille de champagne, et elle est mise en vrac comme ça sur la table, C'est pas ça. ouverte, les deux verres renversés. Mais non, tourne les verres, ouvre ta bouteille, C'est mets-toi ça. la photo en train de C'est servir ça. pour l'émotion de qu'est-ce qu'on ressent de voir c'est prêt. En fait, la photo des coupes de champagne pleines avec la bouteille ouverte C'est et pour la moi. vue pas au fond, on se disait, oh, j'arrive, je prends ma coupe de champagne, je viens là, je vais passer un bon moment, tu vois. Et la lumière, c'est vrai que c'est un élément essentiel. Et il est vrai que même en pleine journée, moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cet aspect-là et je partage totalement l'avis de ceux qui ne partagent pas le mien. Mais moi, je suis d'avis de, même en pleine journée, même en grande luminosité, on allume les lumières de sa chambre ou de son espace ou de la salle de bain, etc. Parce que ça apporte, déjà, ça va libérer les coins d'ombre. Donc, ça va révéler encore plus une lumière. Et ça va aussi apporter le fait que encore plus de lumière, chaleureux, ça va éviter les contrastes parce qu'il y a des moments où dans notre chambre, on va venir ces jours-là, cette orientation-là, donc il y a une grande lumière qui vient par la fenêtre et les téléphones, ben, ils ont du mal entre les côtés très exposés et les côtés moins exposés et ils vont faire un choix. Et donc il y a des fois, ils vont, par Cramer, exemple, les lumières très claires et. voilà, et donc du coup, ça va soit s'écramer pour les lumières très claires, donc tu vois plus ce qu'il y a par la fenêtre et que ta chambre est correcte, ou ça va choisir de privilégier la lumière très claire de la fenêtre et du coup, ta chambre va être totalement un peu sombre et ça va faire un contraste entre la lumière de la fenêtre qui vient par exemple sur le lit ou sur le parterre et le reste tout noir. Et donc là, c'est dommage. Et Dans ce donc, cas-là, allumer les lumières, ça voilà, homogénéise en fait. D'accord, ok. complètement. Et Ok. après, en termes de choix de lumière, moi, je suis une aficionado de la lumière du matin. Notamment, des fois, on est occupé à faire ses petits déj, mais cette lumière-là, on sort chez soi, on fait la photo de la bâtisse au fond du jardin parce que la lumière du matin est douce, pure, c'est ce qu'il y a de plus pur. Des fois, tu as un peu de la brume du matin, notamment là, avec l'humidité qu'on a eue ou à l'automne ou au printemps, ou la lumière du soir, les fins de journée. Donc là, on est en plein été, par exemple, ben, on évite de faire des photographies d'extérieur entre 10h et 17h. Pourquoi? Parce que le soleil est trop, c'est des lumières dures qui vont Dur, venir ouais. vraiment renforcer tout ça. Alors que le matin, entre 7h et 10h, même 10h, ça commence à être un peu tard, mais ça peut encore le faire En si on été, oui, a c'est trop tard. une pergola à l'ombre, etc. Mais sinon, c'est trop tard. La lumière du matin qui est douce, qui est basse, qui fait des ombres portées très, très, très doux, très voilà, c'est smooth, quoi. On kiffe ça et c'est le contexte de début de journée, fin de journée, très confort. Début de journée, on se pose, on va commencer la journée, le contexte petit-déj. Fin de journée, on se pose, on relaxe, voilà. Et toi, Alors tu es que plutôt lumière dorée, donc la golden hour, comme on dit, ou plutôt lumière bleue, l'heure bleue, avec, voilà, c'est juste avant le lever du soleil ou après. Il y a les, tu vois, tu es plutôt, voilà, t'es plutôt golden hour ou plutôt lumière bleue, toi? Alors là, Oh, en l'heure fait, là, bleue, pardon. je vais faire les deux réponses. Si c'est un hébergement, un domaine classique, une belle bâtisse, etc., là, je suis plutôt golden hour parce que c'est la lumière chaude, Qui va venir sur les pierres, qui va venir voilà, éclairer les qui murs, ouais. va le contexte un peu végétatif. Et dès que c'est de l'hébergement insolite, j'aime beaucoup l'heure bleue parce que tu sais, c'est le moment où, quand tu as un hébergement insolite, c'est souvent réveillé plus tôt que la normale. Et tu as encore peut-être les dernières étoiles ou les premières étoiles qui arrivent, où justement, tu es réveillé tôt et tu as Le le vue crépuscule, sur quoi, vraiment. la Enfin, brume l'aube, et pardon. vraiment ça arrive, voilà, et voilà, ce contexte-là, le contexte où tu vas basculer entre jour et nuit. Et justement, je sais pas, mais tu sais que tu vas passer la nuit là ou que tu vas passer la nuit là, tu vois, tu vas préparer ta nuit ou tu vas passer la nuit, tu vois. Et voilà, ça dépend du contexte. Mais Effectivement. le choix des deux est souvent difficile et si je peux choisir les deux pour chaque truc, tu vas d'avoir et le crépuscule et la golden hour pour chacun, ça me va aussi. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres points à contrôler ou est-ce que, selon toi, sur ces photos d'hébergement, donc on a parlé quand même voilà, de la mise en scène, effectivement le point de position pour prendre ces photos. Qu'est-ce qu'on a évoqué d'autre aussi? Bon, bah, la luminosité, donc d'allumer ces lumières, ça c'est les points à contrôler. Est-ce que toi, tu es plutôt fervente d'avoir des photos qui sont incarnées par des personnes, c'est-à-dire d'avoir des figurants sur les photos, qu'ils soient de face ou de dos, peu importe, mais est-ce que t'es de quelle école, toi, sur la partie figuration? En tout cas, pour répondre sur les derniers points à contrôler, je viens de me rappeler. En tout cas, quand on poste ces photos d'annonce, il est important, en fait, par thème, d'avoir les photos des extérieurs. Donc, une photo de l'extérieur de la bâtisse ou de l'hébergement ou de l'ensemble. Une photo de l'intérieur, c'est-à-dire autant de la chambre, de l'hébergement, mais aussi de la salle de bain, si c'est possible. Alors, je sais que les photos de salle de bain, c'est
très toujours difficile à évident. voir et les petites salles de bain sont difficiles, mais au moins une photo qui montre qu'il y a une salle de bain avec au moins une douche, quelque chose pour montrer que c'est là. Ça et une photo contexte du service, c'est-à-dire s'il y a un service de spa ou de petit déjeuner ou une offre, etc., ou du vélo, si on propose une location de vélo, et ben d'avoir pensé à mettre en photo ces services-là et si possible pour la photo de vélo d'éviter, s'il vous plaît, la photo du vélo qui est garé en vrac sous le hangar, mais d'essayer de mettre la photo de contexte, c'est-à-dire de soi-même faire un petit tour à vélo et demander à quelqu'un qui nous prenne en photo sur le vélo sur un chemin de randonnée pour dire pour donner le contexte qu'on va passer un bon moment avec un vélo qui s'utilise, qui est pas rangé au fond du placard, quoi. Et d'avoir pour chaque secteur, tu vois, photo extérieure, photo intérieure, de chambre, de la salle à manger, pour où est-ce qu'on va prendre son petit déjeuner. Dans l'idéal, si on peut avoir à chaque fois 3 photos de chaque, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a la photo majeure qui représente le contexte. Par exemple, le domaine, c'est-à-dire la photo valorisante faite par exemple du fond du jardin avec vue sur la bâtisse en général ou de la photo extérieure. Après aussi la photo, toujours, ça c'est une grosse recommandation que je donne à ton audience, c'est de faire toujours une photo, ce qu'on appelle vue depuis la porte. Même si c'est pas la photo la plus ouf, toujours faire une photo de par où on arrive, que ce soit la porte l'arrivée du d'entrée, donc, domaine, tu parles. ou le chemin d'accès qui mène à la bâtisse, tu vois, si c'est une maison de maître, etc. La porte d'entrée de la chambre, la porte d'entrée de la salle à manger, la porte d'entrée du sauna. Pourquoi? Parce que le client, quand il voit ça, quand il va arriver sur place, il va dire, ah oui, c'est bien ce que j'ai vu en photo, c'est bien là que je suis, c'est bien là que je vais, c'est bien là que je je suis au bon endroit. Oui, ça réconforte. Et souvent, c'est pas les photos majeures, mais c'est utile de les mettre pour que le client reconnaisse dans quel contexte il va arriver quand il va ouvrir sa porte, parce qu'il y en a plein, quand ils ouvrent les portes, bah, c'est pas la chambre que j'ai réservée. Oui, parce que la photo a été prise de l'autre sens. Et des fois, de faire une photo depuis la porte, ça rassure la clientèle de dire, ah, je suis bien là où j'ai réservé, Et voilà les points typiquement, quand tu dis ça, est-ce que tu gardes l'encadrement de la porte dans ta photo ou est-ce que tu te positionnes juste au niveau? Juste au niveau de la porte. Alors, des fois, D'accord. on aime bien faire les photos d'ambiance où on va montrer, on va Du zoomer couloir. sur la poignée pour montrer en fait la porte ouverte sur la chambre avec la poignée qui est nette et la chambre qui est floue. Et là, ce côté flou derrière donne un contexte de vous avez ouvert la porte, bienvenue chez nous, mais c'est encore une surprise, vous n'avez pas encore découvert mon chez moi. Exactement. Ça donne, tu vois, l'ambiance de je vais découvrir le lieu et ça donne une ébauche. C'est un peu comme le teaser du film. Tu sais, quand tu es au cinéma, que tu as juste le teaser d'une minute 30, qu'est-ce que tu vas voir? Ben, la photo de la poignée de porte nette et de la chambre derrière en fond flou donne ce sentiment-là. Mais en tout cas, une photo depuis la porte, sans le pourtour de la porte, sans le chambranle de la porte, mais à l'emplacement de la porte ou l'emplacement du chemin ou l'emplacement de l'accès pour montrer qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ici. Le contexte de porte n'est pas nécessairement obligatoire d'être dans la photo. La photo avec la poignée, ça c'est un truc que je fais à chaque fois. Je le fais super souvent. Et c'est là où justement allumer les lumières à l'intérieur de la pièce fait que ça fait des points lumineux, même si c'est dans un arrière-plan flou, parce que le fond est flou du coup, comme on disait, parce que tu fais le focus sur la poignée. Et effectivement, le fait d'allumer par exemple des guirlandes ou des lampes de chevet, etc., ça appelle l'œil sans que ce soit net, mais ça appelle l'œil et on sait à peu près ce qui se passe. En fait, ça permet d'apercevoir ce qu'il y a derrière. Et cette photo, oui, je la fais très souvent quand je fais des photos, quand je me déplace dans mes voyages, souvent des voyages d'affaires, mais aussi de loisirs. Et ce type de photo, je la fais effectivement très régulièrement. Ok, super. Je suis Le carrément super d'accord conseil, avec toi. effectivement, la photo prise depuis le portail, surtout quand il y a une belle allée, quand on a une belle allée, il faut en profiter avec des bordées d'arbres, par exemple, etc. Effectivement, que la personne, quand elle arrive, elle se dit, oui, je suis vraiment au bon endroit. C'est Effectivement, je ça. reconnais, ne serait-ce que je reconnais, sans que ce soit effectivement, comme tu dis, toi, tu appelles ça la photo majeure ou la photo de couverture. Effectivement, ok. Donc, merci pour la sélection. Ça fait à peu près quoi, une douzaine, quinzaine de photos que tu viens de nous faire sur le En mix, moyenne, ouais. 3-4 photos par secteur, comme tu appelles C'est ça, ça. extérieur, intérieur, chambre, pièce à vivre. Ok. Et alors maintenant, si tu veux bien, on peut passer à la phase d'amélioration de nos photos avec des conseils concrets et faciles à mettre en œuvre. Et donc, quand tu n'es pas équipé d'un matériel, comment trouver les bons angles? Alors, tu as donné déjà quelques pistes, hein, mais comment on peut trouver les bons angles pour réussir ces photos, même avec son smartphone? C'est quoi les meilleurs endroits où se positionner dans une pièce pour avoir les bons angles? Eh ben, quand on ne sait pas trop quoi photographier, moi, ce que je recommande, c'est de faire un scan de la pièce. C'est-à-dire, on va essayer de faire plusieurs photos, mais vraiment différentes, parce que beaucoup de personnes font des photos, mais identiques.
on va faire différents points et à la fin, on met toutes les photos côte à côte et on dit avec lesquelles je me sens mieux, lesquelles, ah ouais, ça vous donne bien ce que j'ai envie. Donc, la première action, la photo depuis la porte, classique, basique. Moi, je fais toujours, par exemple, une chambre, je fais toujours une photo face au lit. Comme Mm. ça donne le contexte du lit, les deux lampes allumées, le contexte, vous allez dormir là, voilà. Mm. Je fais toujours aussi une photo dans les coins, Mm. sachant que je fais attention à pas déformer, notamment les murs des angles, parce que sinon ça fait un peu tordu. Et je fais une photo dans chaque coin, parce qu'il y a des fois, quand on rentre, on va être à l'aise on va être plus à l'aise d'être dans un coin, mais pas dans l'autre. Mais finalement, la photo qui rend bien, c'est la photo de l'autre coin. D'accord. Donc ça dépend un petit peu, voilà, faut les comparer et se dire avec laquelle je me sens mieux. Et j'ai remarqué, en tout cas pour ma part, notamment quand tu as un agencement tu vois, de lit et que tu as la fenêtre qui est à côté du lit, Mm. qui est pas en face du lit, mais qui est sur Mm. un côté, Mm. j'ai remarqué que la photo où tu es dans le coin où tu as le lit et la fenêtre derrière Mm. est plus valorisante parce que ça donne un aspect vue sur l'extérieur. Et il y a même des fois, quand on était, j'invite à ouvrir les fenêtres avec Mm. vue, s'il y a vue sur la nature notamment, pour montrer aux gens, bah, ouvrez les fenêtres, faites entrer l'air frais, vue sur la nature. Limite, la photo, on la voit avec les fenêtres ouvertes et vue sur la nature, on entend presque les chants d'oiseaux, le Mm. contexte se calme, tu vois. Moi, ce que j'invite, c'est de faire vraiment voilà, on fait la photo depuis la porte, on fait la photo sur le côté du lit, la photo dans le coin, la photo face au lit, la photo dans l'autre coin, la photo de l'autre côté du lit, pour se rendre compte un peu des événements, parce qu'il y avait des moments où aussi, selon l'agencement des chambres, des fois, tu as les salles de bain accessibles par Oui. exemple, sur la porte à côté du lit, tu vois. Mm. Et donc, du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce que ça montre? Alors, des fois, ça va pas être une photo majeure, mais on va la mettre dans la sélection parce que on va laisser la porte entrouverte, on va deviner qu'il y a la salle de bain derrière et ça Mm. va informer le client que C'est une chambre dans la parentale chambre, avec une. il y a la salle de bain qui est accessible tout de suite, qui est, on ne fait pas tout le tour de la pièce, on ne fait pas ça, et qu'en gros, il y a une salle de bain déjà et qu'elle est accessible de manière simple. Ça envoie une information. Mm. Même si c'est pas la photo qui va donner le coup de cœur, et c'est peut-être pas la photo qu'on va mettre en premier sur les annonces qui va donner les gens, à la clientèle, l'envie de cliquer pour en savoir plus sur ce type de chambre-là. Donc, ce qui est Donc voilà, ce intéressant que dans je ce que tu recommande, c'est de dis, se ouais. placer Ouais. différents points, vraiment maximiser. Mais si on se met sur, par exemple, le côté du lit, on fait une photo. Et là, on dit pas, je vais en faire une autre. C'est, j'ai fait la photo du côté du lit. Maintenant, je vais me mettre dans le coin, je fais une photo. Je vais en face du lit, je fais une photo. Et non pas, je suis en face du lit, je sais pas trop, j'en fais deux, trois. Mm. Parce que là, si j'en fais deux, trois en étant en Ça face du change lit, rien. bah, soi-même, en fait, on va s'auto-brouiller en disant, oh, je sais pas quoi choisir parce que il y en a trois comme C'est pas ça et assez laquelle marquant. est, et qu'en fait, on n'y arrive pas. Donc, une photo de chaque côté pour déjà soi-même déjà, on fait les photos, c'est déjà très bien. Il y en a beaucoup qui ont du mal à passer à l'action. Donc, je félicite chaque auditeur qui passe à l'action en essayant de faire des photos. C'est le mérite que chacun a. Vous essayez et c'est en essayant qu'on réussit. Mm. Et deux, en tout cas, de faire une photo à chaque point. Et après, on compare. Ok. Est-ce que tu fais aussi parfois des photos? Alors, majoritairement, le lit est souvent contre un mur, hein, avec un mur qui sert de tête de lit. Mhm. Quand tu dis côté du lit, pour toi, c'est le côté vraiment t'es de côté, ou est-ce que Ouais. typiquement, tu te mets à peu près au niveau du mur de tête de lit pour avoir un aperçu, tu vois ce que je veux dire? Plongeant, ça, La t'en photo fais? créative. Ouais, alors moi j'adore faire ça. Il y a des fois c'est dur selon C'est dur des comment la fois. pièce est agencée. Il y a des fois c'est ultra simple parce que l'orientation le permet. Et en tout cas, j'invite chacun à essayer de faire cette photo créative-là, qui va nécessiter un petit peu de contorsion, parce qu'il y a des Mm, fois, ma Poitiers, je suis agenouillée contre le mur, mm, l'épaule en vrac, enfin les abdos travaillent, etc. Ça nécessite un petit peu d'aller au-delà de ses limites des fois où on se contorsionne comme pas possible. Cette photo-là, elle est géniale parce que c'est un contexte qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et par exemple, d'avoir vu, par exemple, sur tu vois, la lampe tête de lit qui rentre dans le champ, la vue sur le tête d'oreiller, le lit qui part au loin et l'ambiance de la pièce un peu floue, mm. ça donne en fait un contexte de confort parce que l'oreiller est au premier plan et à la tête de lit, il y a ça et Qu'est-ce que donc je quand je vois? serai couché, je verrai tout ça. Et Qu'est-ce ça que je donne en vois fait une effectivement ambiance depuis et le un lit? contexte. Et donc, j'invite les photos créatives, notamment, tu vois, là, depuis tout à l'heure, on parle de photos d'ensemble, tu vois, de se mettre au coin, au large, etc. La photo qui donne le cadre de la chambre ou même de la salle à manger, etc. Ce qu'on donne là, ça va aussi pour toutes les pièces, la Mhm. salle à manger, du sauna, etc. Les photos d'ensemble. Mais j'invite aussi à ce qu'on appelle à faire des photos de détail. Oui. C'est-à-dire de faire, tu vois, de gros plans sur la lampe qui est nette et l'oreiller qui est flou et on ne discerne pas trop. Ou notamment ce qu'on disait au début, la poignée de porte ou la clé sur la porte et la chambre qui est floue. Ou par exemple, dans la salle de bain, comme des fois c'est difficile, juste la photo nette, très proche du robinet avec le Mm. savon flou derrière et le reste, on ne sait pas trop ce que c'est, ça donne un contexte de on peut se laver les mains avec du savon qui est fourni, mais ça donne une photo de détail. Et il est très important de faire la part des choses entre les photos d'ensemble et les photos de détail, puisque s'il y a trop de photos de détail,
C'est-à-dire que des photos du bouton de porte, du bouton de lumière avec du flou derrière. S'il y a Ça trop de apporte pas ça, assez d'infos, ouais. le client va se méfier en disant mais pourquoi j'ai pas l'ensemble? Qu'est-ce que la personne veut me cacher? C'est un peu comme si tu voulais vendre, par exemple, un manteau, un pull ou un manteau, et tu le montrais jamais sur le sein, tu Mmh, montrais que les photos de la fermeture et du bouton de manche, mais mmh, jamais le manteau dans l'ensemble, tu vas dire. mmh. Ton client, il va dire, mais pourquoi je vais pas acheter ce manteau? Je sais pas à quoi il ressemble. Et pareil, trop de photos de contexte, c'est-à-dire d'ensemble, de pièces globales, Ça eh fait pas ben, assez rêver. voilà, on voit Mmh, ce qu'on a, mais on n'est pas dans l'ambiance de mmh. smooth, confort, de se projeter. Parce qu'il y a des clients qui ont besoin de ressentir la photo et d'aller se projeter de ah ouais, ça va être comme ça, de ressentir et de. Le voyage commence là, Oui. par le ressenti des photos, en fait. Le voyage commence au premier clic quand ton client il est sur tes annonces et qu'il se projette chez toi. Pour se projeter chez toi, il a besoin autant de photos d'ensemble pour le rassurer de où est-ce qu'il va aller, comment il se sent, mais aussi photos détails pour le projeter de ah ouais, ça va être là et qu'est-ce que je ressens à aller là? Ouais, donc des photos de détail qui peuvent avec le côté, arrière-plan flou, qui peuvent Ouais, jouer sur, un peu le côté surprise. exact. Parfois, j'invite aussi, quand les personnes ont, par exemple, une histoire qui vient à raconter avec justement un objet de déco, par exemple, qui fait l'objet d'un point de détail et dire: «Bah, racontez cette histoire-là aussi», voilà, que comment on a agencé aussi, comment on a décoré la pièce avec, justement des points de détail, des tableaux, des choses comme ça. Ouais, effectivement. Ça Notamment ceux qui chinent, ceux qui aiment oui, faire de c'est la ça, récup, transformer les objets, et cetera, ou font de qui la chine, création qui de main, rénove. les petites peluches faites en crochet, les décos, détails, et cetera. Moi, j'adore ces détails-là. Vraiment, cher auditeur, lâche-toi à faire tes photos de détails, à valoriser ce que tu crées, ce que tu as choisi de mettre en place dans ton hébergement, ta chambre, et cetera. S'il y a un élément distinctif, c'est ça, lâche-toi Mmh. dessus. Et en fait, en gros, si on devait résumer, c'est que la photo de détail vient raconter un peu l'âme de la pièce et Complètement. la photo, enfin dézoomée, on va dire, d'ensemble, c'est Ouais, vraiment ce côté rassuré. En fait, il y a le côté je te exactement. rassure, il y a pas d'entourloupe et puis le photo de Exact. détail, c'est, ben, voilà ma personnalité, voilà mon âme, voilà ce que tu y trouves. OK, OK, super. Complètement. Très bien. Alors tu l'as dit un peu, hein, le meilleur moment de la journée pour ces photos d'extérieur, tu en as parlé. Est-ce que tu choisis les mêmes heures, de la journée pour faire les photos en intérieur? Ou au contraire, tu distingues ou pas un moment de la journée différent entre photos d'intérieur, photos d'extérieur? Alors, tu vois, moi, quand je me déplace chez ma clientèle, j'essaie de faire les photos justement d'extérieur le matin et le soir. Tu Oui. vois, les photos même quand il y a des terrasses, et cetera. Et justement, j'en profite les heures les plus pourries dehors, c'est-à-dire de Mmh. 10 heures à 16 heures, pour être à l'intérieur parce que là, je suis moins gênée. Mmh. Et selon les emplacements, je vais être attention, je fais toujours un premier tour en premier lieu pour me rendre compte je fais un tour des chambres en me disant, OK, donc là, j'ai le soleil avec la fameuse fenêtre qui vient faire un ray de lumière sur le sol, sur le lit. Je dis, OK, donc celle-ci, je vais plutôt la faire si je visite à 10 heures. Je dis, bah, celle-ci, je la ferai à 15 heures parce que le soleil aura tourné. Le Mmh. soleil, il va moins m'embêter, tu vois. Et donc, comme ça, je choisis pour éviter d'avoir, parce que tu vois, à 14 heures, soleil bien brusque qui vient te faire un gros pavé sur ton sol ou des fois du carrelage un peu blanc ou un Mmh. parquet clair. Oh, vas-y, la photo, c'est pas que c'est foutu, mais ça donne du boulot en plus et c'est un peu dommage. Donc, moi, dans les photos d'intérieur, je vais choisir justement l'orientation. Mais les photos d'intérieur, c'est idéal quand il fait très jour, quand c'est très lumineux dehors, parce que ça vient apporter une lumière complémentaire et souvent, ça fait naturellement la lumière douce qui est reflétée, qui rentre par les belles lumières, par les fenêtres, etc. Et c'est le moment opportun pour faire les photos. Parce qu'il y a des fois, on attend des fois les photos, tu vois, de salle à manger ou autre chose, on attend le soir pour les faire. Et là, c'est dommage parce que il Au y a plus centre. assez de lumière qui Mmh. rentre. On est trop tributaire des photos, des lumières de la pièce, l'agencement, selon les ampoules qu'on a choisies, selon les photos de cuisine ou autre chose. Et que là, il y a des fois où les boîtiers au téléphone, ils ont du mal, ils vont dans les derniers retranchements et il y a une sorte de petit système de grains qui vient dessus, le téléphone Mmh. cherche à compenser et on ressent ça sur les photos et c'est un peu dommage. Donc, les photos d'intérieur, c'est le moment idéal entre 10 heures et 16 heures pour les faire en faisant attention justement À l'orientation du soleil quand même. voilà, à l'import des lumières par la fenêtre. Et si la photo salle à manger, finalement, la baie vitrée fait un gros aplat de lumière de 10 heures à 12h30 sur le sol, et ben, on va attendre 13 heures, 13h30 pour faire la photo salle à manger. On va aller faire d'autres photos dans les chambres, dans les pièces. On peut s'orienter dans sa maison. Et en plus, chaque auditeur, il connaît très bien son hébergement, sa maison, son domaine, son lieu. Et ben, dans ce cas-là, il va mieux savoir d'avance que telle pièce, elle est inondée de lumière à cette heure-là, on va essayer de faire l'autre, etc. Donc ça veut dire Après,
chaque cas est particulier aussi, hein, faire attention à ce détail-là, mais en majeur de quand je connais pas, voilà les premières recommandations que je donne. Ça veut dire que en fait, tu peux aussi bien, si ça rend plus honneur à ta pièce, de photographier ton petit déjeuner, mais en fait à 14h, selon la Grave, luminosité. En fait, c'est possible. Enfin, complètement. voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que faut pas nécessairement vouloir respecter l'heure du petit déjeuner, donc c'est-à-dire un Ah servi ouais, entre 7h et 10h, et donc faire une photo. Je comprends que pouvoir dire, bah voilà, je veux pas que la photo soit fausse, je veux montrer la vraie lumière. Oui, mais si en fait quelque part ça vient dénaturer un peu la photo parce que bah voilà, ça lui rend pas honneur. Voilà, à un moment donné, il faut faire quelques compromis de temps en temps. Et je suis assez d'accord avec complètement. toi sur le côté photo d'apéritif ou de fin de journée, tu sais, avec un peu ambiance romantique. Ça a toujours été un peu mon souci quand je faisais des photos aussi d'hébergement. Tu veux créer un peu l'ambiance au type Saint-Valentin, tu sais, t'allumes les bougies, etc. Tu as tendance à vouloir faire quelque chose de très tamisé, mais effectivement, la photo, elle ressort hyper sombre, hyper floue, parce que bah, il fait trop sombre. En fait, il y a du grain dans ta photo, il n'y a plus de netteté, ça devient compliqué. Comment tu fais typiquement si tu veux apporter ce côté, tu sais, un peu tamisé, un peu ambiance romantique? Comment tu fais dans Hmm. ce cas-là? Tu tires quand même un peu les rideaux, typiquement là, tu fais quoi? Alors, en fait, ça dépend le système parce qu'il y a des fois où, par exemple, je triche. Par exemple, on était en train de parler les fameuses les heures d'apéro, etc., ou même l'heure du petit-déj. Il y a une astuce aussi s'il y a un jardin qui est à l'ombre. Hmm, ça C'est un marche truc bien. idéal où là, on met son petit déjeuner ou son apéro ou son repas dans la zone d'ombre à l'ombre des arbres, même s'il est 12 heures, s'il est Hmm, 15 heures, parce que le côté ombre va apporter un côté très doux hmm, et ça va être très lumineux, mais on va être à l'ombre pour protéger. Alors on se met à l'ombre, mais évidemment, on évite de photographier à l'ombre en direction du soleil. hmm. On laisse le soleil dos à soi et c'est la lumière soleil qui vient un petit peu apporter de la douceur parce qu'on est à l'ombre et c'est un côté estival, chaleureux et on ressent pas qu'on est à l'ombre. Après, pour le côté tamisé, l'histoire des bougies, par exemple, il y a des fois où le, il y a des photos de Noël ou Saint-Valentin. Il y a même des fois où on arrive à les faire actuellement en été. J'ai des personnes qui sont déjà en train de préparer les shootings de Noël Oui, maintenant. oui. On est en train de tourner au mois de juin. Et en fait, c'est toute une anecdote où là, t'as pas le choix pour Noël. Ben, si tu veux les lumières de Noël, etc. Il y a des fois où c'est bien d'avoir un peu de lumière additionnelle. Donc, si tu fais ça tôt le matin, tard le soir, parce que la lumière est douce. Puis il y a des fois, en pleine journée, ça fait trop fort. Tu vois bien que le côté Noël, mais c'est bizarre, c'est très lumineux. Donc, il y a des fois, tu triches, tu tires un peu les rideaux. Ou des fois, tu te mets dans une pièce qui est un petit peu sombre et les côtés, tu dis, oh, elle est pas top. Finalement, pour une côté un peu tamisé, cette pièce un peu sombre, t'es bien contente qu'elle soit là. Après, de toute façon, le côté tamisé, t'as pas le choix de si tu veux refléter l'ambiance des bougies ou autre chose, bah justement d'avoir un côté sombre. Et des fois, le fait de fermer les volets ou de tirer les rideaux, ça va donner un truc éteint à la pièce qui est un peu dommage. Hmm, Ça dépend des pièces. Chaque pièce, c'est vraiment unique. Donc, j'invite chaque auditeur, en fait, à essayer. hmm. C'est-à-dire faire une photo des bougies du contexte Saint-Valentin, mais avec une lumière classique, des rideaux ouverts, etc. Mais aussi, peut-être, tu peux le soir, tu vois, en fin de journée, ou des fois, quand il fait nuit, et chaque photo, bah, il les reprend et il se dit bah, laquelle est le plus valorisante, Laquelle marche laquelle est le mieux? Ouais. mieux. Hmm. En fait, j'invite vraiment, au lieu de se poser la question quel est le meilleur moment, et ben en fait, on fait les photos à chaque moment, les trois photos, matin, midi, soir, ou après-midi, nuit, jour, et on compare les trois photos et avec laquelle est le plus valorisante, Hmm. laquelle reflète un peu mieux ce que vous voulez transmettre. Puis des fois, ça permet aussi de ah tiens, j'ai pas pensé à ça la première photo, je vais placer ça différemment et tout. Et là, on commence à faire de la création et on Et là, commence on fait à de la vraie mise en scène, ouais. voilà. Hmm, hmm. Donc, l'altus ultime, c'est d'essayer. On compare et on avise. D'accord. Justement, comme on vient de le dire, hein, il y a quand même souvent un gros travail de mise en scène à réaliser en amont d'un shooting. Toi, justement, sur tes photos, en général, est-ce que tu as des astuces que tu appliques à chaque fois, qui sont indispensables à connaître, pour préparer un peu son shooting, pour préparer un peu la mise en scène? Je sais pas, est-ce que des accessoires que tu mets, je pense par exemple tout ce qui va être livre, on parlait des bougies, qu'est-ce qui, enfin voilà, c'est pas forcément mettre des personnes ou c'est pas forcément non plus mettre un plateau de charcuterie, hein, mais voilà, s'il y a des petites astuces, des petites astuces déco, des accessoires indispensables à connaître pour réaliser, enfin pour préparer son shooting et commencer un peu à accessoiriser aussi sa pièce. En effet, un shooting, ça se prépare. Des fois, on peut essayer de faire des photos à la vite durant sa session de ménage, au petit-déj, tiens, je suis là et tout. Mais on va faire ça à la va-vite pour dépanner. Il est très intéressant quand on a envie de faire soi-même ses photos de ses hébergements, on se pose, on prend un papier
Et on dit, par exemple, pour les photos du petit-déj ou la photo, par exemple, de la piscine, de se dire, qu'est-ce que je veux refléter? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre en photo? Comment je me vois faire? Qu'est-ce que je voudrais que mes gens voient? Qu'est-ce que je voudrais que mes clients ressentent? Qu'est-ce que je fournis? Par exemple, pour la piscine, est-ce que tout est inclus? Le côté serviette, bouée, etc., livre au bord de la piscine, petit cocktail, citronnade, par exemple. Ou est-ce que tout ça, c'est des services additionnels qui va être important que je fasse comprendre que c'est tarifé ou pas, tu vois, pour valoriser les prestations, louer votre serviette, etc. Donc, et de chaque thème, de chaque envie de photo, de service, de lieu, etc., de se dire, là, pour le petit déjeuner, de quoi j'ai besoin, ou par exemple, je propose une prestation barbecue, je mets le barbecue à disposition, le barbecue tout seul, c'est nul. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes photos? Bah tiens, oui, la mayonnaise, le pot de ketchup, pas les tirettes, les pinces, tu vois, l'assaisonnement, peut-être les plats, tu vois, tout l'accompagnement, tu vois, de tout Les préparer, de ustensiles, en dire, fait, ouais. voilà, c'est ça, de faire un listing de qu'est-ce que je fournis dans ma prestation, et puis qu'est-ce que, du coup, il est important de faire apparaître sur les photos, et ça évitera, tu vois, de faire la photo à la vite. On range, on fait tout, et puis quand on fait les photos, on dit, ah, mais j'ai oublié l'ustensile que je prête, ou tiens, oui, je fais un apéro, mais en fait, j'ai pas préparé ni les verres, ni le contenu de l'apéro, ni les petites serviettes, ni l'agencement, tu vois, la petite nappe ou quoi que ce soit. On doit se faire un listing préparatif de quand je vais me déplacer sur ma terrasse pour mettre ça, qu'est-ce que je prépare avant pour rien oublier. Comme ça, j'ai tout, je prépare tout, je fais les photos, etc. Et voilà, de faire un petit listing. Après, en termes d'astuces, par exemple, si on est au bord de la piscine, souvent le contexte qui est sympa, c'est d'avoir le fameux magazine ou un truc qu'on aime bien, ou un magazine d'hébergement, ou par exemple quelque chose que notre clientèle lit. Si par exemple la clientèle qu'on a est en soif d'aventure et on sait que nous aussi, par exemple, on adore Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, et que notre clientèle, on sait qu'elle adore ces bouquins-là, on va prendre ce livre d'Harry Potter, on va le mettre ouvert comme si on avait quitté notre place, on était en train de On aller lire. faire un plouf. On pose le bouquin, l'air de rien, à l'envers pour regarder sa page. Et puis à côté, on va préparer, avant, on prépare par exemple sa citronnade et le verre. Et puis on va faire une belle citronnade dans une, euh, dans Belle une carafe carafe. transparente. On va la servir dans le verre. On va garder la carafe assez pleine pour pas donner un sentiment de vide. Côté généreux, tu vois. Entre une carafe moitié vide, moitié pleine, on laisse toujours moitié pleine pour le côté généreux. Mais pas plein air à bord parce que comme on s'est servi dans le verre, si on laisse la carafe pleine, ça va signifier qu'on a triché. Donc, on fait une carafe pleine, on sert le verre à trois quarts et la carafe est un petit peu vide mais pleine pour redonner le côté généreux qu'on a de la réserve dans la citronnade, qu'on est au bord de la piscine pour, tu vas préparer avec le petit rondelle de citron et les petits éléments, tu vois, la photo de citronnade au bord de la piscine. On pense à mettre un petit élément de déco, c'est-à-dire la petite rondelle de citron sur le bord du verre, Une les petite feuille rondelles de de menthe, citron, un petit. voilà, le petit parasol de déco, ou par exemple, si là, c'est l'heure de goûter, on met par exemple une petite assiette avec trois, quatre petites langues de chat ou si on fait ses gâteaux soi-même, et ben, 4, 5 petits biscuits pour dire le côté gourmand. Ou même, si on fait une mise en scène de dire, je suis partie faire un plouf au bord de la piscine, j'ai mon livre qui est à l'envers, donc je mets la petite serviette un petit peu en vrac comme si je venais de quitter ma chaise et le petit gâteau qui est entamé pour dire, j'ai quitté ma place ou c'est ma place quand le client va se voir dans la photo, tu vois. Petite mise en scène, c'est ça, tu vas penser à ça. Ou quand on est en mise en scène, notamment pour revenir sur l'effet piscine, limite, je prépare tout, je sais que je vais prendre ma photo de là, je me mets à la place de mon client, j'étais avec ma serviette sur moi, avec mon bouquin en train de lire. Quand je me lève pour aller à la piscine, qu'est-ce que je fais? Je quitte ma serviette en vrac, je pose mon bouquin. Là, je peux faire ma photo pour me dire, je me suis mise à la place de mon client, j'ai tout posé en vrac, à peu près bien, et je peux faire ma J'essaie de photo, faire ça quelque chose de donnera le réaliste, sentiment en de... fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà, Ouais, c'est ça. d'accord. D'accord. Alors, pour le travail de mise en scène, c'est drôle parce que c'est exactement ce que je faisais quand j'étais en office de tourisme et que je préparais mes shootings. Effectivement, je faisais un document sur Word, quoi, avec des Ouais. tableaux. Et en fait, je faisais vraiment comme un metteur en scène, en fait. Je faisais un tableau à plusieurs colonnes où je disais, bah, la scène à photographier, c'est ça. Et effectivement, je listais les plats, parce que souvent c'était food, les Ok. plats, les accessoires, ce qui va manquer et que je dois apporter, parce que comme c'était pas chez moi, voilà, j'apportais, généralement, j'arrivais avec des caisses d'accessoires. Euh, Déménagement. ouais, c'est ça. Et puis voilà, les petits accessoires en plus pour la photo. Et puis, mais effectivement, tout était comme un storyboard, enfin comme un scénario, voilà, avec vraiment ce plan-là, une direction artistique, quoi. Tu sais, comme sur les films, il y a un directeur de photographie, c'est ça en fait. Il scanne la Exactement. pièce et il se dit, ok, là, je dois voir ça, je dois voir ça. Et puis ça m'a beaucoup servi quand je devais enchaîner mes shootings.
c'était effectivement, je veux dire, mes photos. En fait, je changeais de tableau, ce qu'on appelle un tableau, Ouais, hein, en fait. Je changeais exact. de tableau et du coup, j'avais tellement tout préparé que j'avais juste à sortir les précédents, remettre les nouveaux et puis réagencer. Mais j'avais vraiment un guide. Et ça, effectivement, ça permet d'optimiser son temps sur une journée parce que sinon, un shooting peut être très, Exactement. très long. Ça peut être très, très long sur la préparation des accessoires, surtout s'il y a des produits frais. Par exemple, tout ce qui est petit déjeuner. Anticiper tout ça, c'est Ouais. ça, de comment je préparais ça, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que Qu'est-ce je qui se prépare garde? avant en termes de Qu'est-ce cuisine, qui tu se vois. garde? Qu'est-ce qui doit Carrément rester d'accord. frais, etc. Donc ça, Exact. c'est vrai que le gros travail de préparation en amont, faut pas le négliger parce qu'un shooting peut être très long et encore plus si on y va vraiment comme ça, au doigt mouillé, à l'intuition, ça marche pas. En fait, sinon tu vas passer une semaine à faire ton shooting, quoi. Ouais. Donc Et ça, surtout, j'invite les personnes, voilà, quand on fait un doc comme ça, de pas faire le doc et pas passer à la photo. mmh, J'invite toujours à laisser le doc reposer dans sa tête, enfin, mmh, sur le papier dans sa tête, parce qu'il y a des fois, en faisant un ménage, en faisant un truc, ou en discutant avec quelqu'un, on va penser, ah, tiens, j'ai mmh, pas noté ça. Donc, on reprend le doc. Souvent, c'est une note dans le téléphone, d'autres choses. Mais de le faire quelques jours, 5, 6 jours avant la date du shooting mmh, ou soi-même de se dire, je laisse reposer pour être sûr que, et puis au bout de 4-5 jours, je pense que j'ai tout mis. Il y a même des fois, le faire relire à son entourage proche qui interagit, qui est au quotidien, par exemple, on gère sa chambre d'hôte et il y a le mari qui est là, mmh, qui file un petit coup de main dans la chambre par-ci, par-là, mais qui, tiens, bah, cher mari, lis-moi est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai mis? Est-ce que selon toi, il manque des choses? Et là, le mari, ah, tu as bien pensé à ça? Moi, je rajouterais, des fois, la vie est bon ou pas, mais ah, je rajouterais aussi, tu vois, de mettre rajouter 3 biscuits ou tu penses à faire comme ça. Ah tiens, j'ai pas pensé, bonne idée, c'est pas amener d'autres idées et faire un truc mmh. tout à fait posé, quoi. Ouais. Donc, Je donne un exemple, mais quand, par exemple, on a une cheminée, on a un poêle à bois. Bah, voilà, des fois, on oublie de l'allumer, en fait. Alors que mais c'est non! super. Il y en C'est a la base! il y en a qui oublient parce que, bah, par exemple, typiquement, ça peut être l'été, mais en fait, très Oui, bien montré. Ou un bras zéro, tu vois, pour les soirs ouais, d'été, ou tu vois, des choses comme ça. On n'y pense pas, on le montre, mais on l'allume pas, en fait. c'est Et ça. ça, c'est dommage, quoi. C'est vrai, c'est Après, dommage. sans vouloir se flageller, je préfère avoir une photo d'une cheminée, d'un barbecue, etc., où il n'y a pas de mise en contexte, avec pas de viande, etc., mais comment il y a quelque chose qui montre qu'il y a un service qui est fourni, Mhm, quitte après à refaire et améliorer, que de ne pas avoir de photo du tout. Et mhm, après, je comprends aussi, tu vois, là, dernièrement, juste avant, je montrais à mon client en visio les photos que je lui rends de ma prestation. Et il est vrai que, notamment pour le barbecue, on ne pouvait pas, ce n'était pas du tout possible de le mettre en contexte de viande ou autre chose pour tout un tas de raisons. C'était anthologique. Mais par exemple, bah, les photos, il n'y a pas de photos de saucisses en train de cuire parce que c'était juste techniquement pas possible. Et d'accord. donc, il y a des fois, ne nous flagellons pas le fait de ne pas avoir mis un contexte, etc. Et des fois, vaut mieux fait que parfait. Ça, c'est le secret. C'est ce Il que je vaut dis mieux souvent, ouais. fait que parfait. Et donc, je préfère avoir euh, la photo la photo du barbecue sans saucisse, de la cheminée sans feu, etc., mais bien agencé, etc., plutôt que des fois de se faire la violence, notamment la cheminée en plein été, où on sait que c'est techniquement pas possible. Et Mhm. s'il y a que à ce moment-là qu'on est en train de faire des photos, qu'on prépare ça, qu'on veut faire ça, le reste de l'année, c'est compliqué pour tel ou tel contexte, eh ben, cher auditeur, fais ta photo de cheminée sans feu en plein été, c'est mieux que de pas faire de photo de cheminée du tout et que les gens découvrent sur place qu'il y avait une cheminée, qu'ils auraient préféré le savoir, etc. Mhm. Euh, voilà. Ouais, Remettons d'accord. aussi un petit peu, pour certaines personnes, le fait de passer à l'action, de faire des photos, c'est quelque chose qui est Mhm. complexe, délicat, dans lequel on se sent pas à l'aise. Dans ce cas-là, on se flagelle pas, vous me faites parfait, vous mettez une photo de cheminée vide, mais une photo de Mais au moins, cheminée on sait qu'elle est technique. là. Ouais. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je t'ai posé la question sur faut-il incarner ou non ces photos. Ça m'amène aussi à la question de stratégie d'influence J'ai pas parce répondu que, d'ailleurs. ouais, mais c'est pas grave parce que je vais te la reposer mais différemment. Ça m'amène à la question sur la stratégie d'influence parce que, comme tu le sais, j'ai lancé un annuaire des influenceurs où bah, certains hébergeurs ou certaines destinations vont faire appel à des influenceurs, des créateurs de contenu, Ouais. justement pour sublimer, on va dire, leur établissement. Quel type de photos tu leur conseillerais à ces hébergeurs de sélectionner en priorité? Quelle commande demander à un influenceur de quel type de photos demander à un influenceur de réaliser d'après toi en priorité? Alors, l'influenceur, on est dépendant de sa perception du lieu, de qu'est-ce qu'il véhicule, de qui il est et de qu'est-ce qu'il aime. Mhm. Et également, si l'influenceur, par exemple, il vient en couple et que il va valoriser l'hébergement avec une stratégie d'influence, il est très important que s'il se montre en photo, parce que souvent l'influenceur, il sait se photographier en Mm. autoportrait, en contexte, etc.
Dès qu'on met de la photo de personne sur ces photos d'hébergement, il est essentiel, je dis bien essentiel, que les personnes qui sont sur les photos représentent la cible qu'on vise. C'est-à-dire que si, par exemple, on est un hébergement, une chambre d'hôte, et que on vise autant les couples que les familles, que les personnes de 20 ans, que de 35, que de 60 ans, eh ben, si on veut mettre des personnes sur les photos, si on met une personne classique de 40 ans, c'est la moyenne d'âge, ben, la personne de 20 ans va pas se reconnaître dans la photo où il y a la personne de 40 ans, etc., Et en fait. inversement. Voilà. Et donc, si on a une clientèle large, j'invite à ne pas forcément mettre de photos sur les personnes, ou alors des photos ce qu'on appelle contextuelles, c'est-à-dire des photos d'ambiance où, si c'est une photo de couple, eh ben, par exemple, une photo où on a juste les mains qui se tiennent entrelacées, les mains dans la main, en gros plan de la photo avec la maison en flou derrière, qui donne le contexte, on est en couple, c'est une maison pour les couples, mais les mains dans la main, on ne sait pas si c'est des gens de 20, 30 ou 50 ans. Bon, évidemment, si on prend des personnes seniors 70 ans, on voit bien qu'au niveau des mains, c'est assez âgé. Mais dans le contexte, voilà. Par exemple, si notre clientèle cible, c'est uniquement des familles avec des enfants de 7 à 10 ans ou des familles de 2 enfants, eh ben, là, on peut travailler des photos avec des familles sur les photos parce que toutes les familles se projetteront, se reconnaîtront dans les photos et viendront du coup, ce qui renforcera le fait de cibler les familles et que la clientèle se reconnaît dedans et elle vient. Si on cible des personnes seniors, on essaye d'avoir des personnes qui correspondent à la cible, c'est-à-dire seniors. Souvent, c'est les cheveux un peu grisonnants, etc., mais encore assez dynamiques pour pas que dans les photos, on ait des personnes assez grabataires, par exemple. Et donc, il est important que si on met des personnes dans ces photos, il est très important que le faciès, le profil de la personne corresponde à son audience. Donc, il est très important de connaître sur le bout des doigts à qui on s'adresse. Si notre clientèle cible est de 40 ans, la questionner avant, ok, très bien, dans quelle valeur tu te reflètes? Est-ce que 40 ans, c'est plutôt toi, les hauts talons, le jean, quelle tenue on met? Tu vois, est-ce qu'on est maquillé, pas maquillé? Est-ce qu'on a une corpulence forte, pas forte, fit, pas fit? Parce qu'il y a des fois, on met par exemple, des jeunes dames qui font un 38 sur les photos, mais notre audience, c'est plutôt 40-50 ans à la ménopause qui commence à prendre de l'épaisseur, hein, et qui du coup se dit, bah non, c'est pour les jeunes filles, moi je me reconnais pas là-dedans, je vais pas là. Par exemple, ça donne des complexes. Ouais, donc c'est très, le fait de mettre des personnes sur les photos, c'est très subjectif et il faut être très vigilant avec ça. Donc de maîtriser sa cible, sa cible de cœur, et que si on a une audience large, soit on met personne, soit on fait des photos hors contexte. Après, l'influenceur, s'il correspond à la cible qu'on cherche à viser, ou qu'on a une clientèle large et qu'on a un coup un influenceur très jeune de 25 ans et un influenceur plutôt quarantenaire qui n'ont pas les mêmes axes de voir les choses, que la vingtaine va plutôt dans le côté dynamique, sportif, recherche de soi, dépassement de soi, activité sportive, etc. Et le quarantenaire va être plutôt dans le côté déconnexion, slow life, nature, etc. Et ben on peut prendre les deux et chacun fera à sa manière. C'est ce que je dis d'ailleurs souvent, hein, c'est que l'influenceur, quand on le sélectionne, on le sélectionne avant tout pour son audience aussi. Qui est-ce qui le suit? Est-ce que c'est justement des familles? Est-ce que c'est des couples? Effectivement. Et c'est donc se questionner. Et très souvent, effectivement, l'influenceur correspond à son audience. Il représente, voilà, son audience lui correspond vraiment, généralement, en tout point. Donc voilà, c'est vraiment vérifier aussi que l'influenceur, on ne le choisit pas pour sa communauté, pour son nombre d'abonnés, mais vraiment parce qu'il correspond effectivement à notre cible de voyageur idéal. Et ça, c'est ce que je dis effectivement souvent. Ouais, clairement. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Angélique, pour tous tes précieux conseils, toutes tes clés concrètes. En tout cas, merci d'avoir contribué à améliorer la visibilité de nos annonces, hein, grâce à des photos qui soient plus attractives, plus professionnelles. Et puis, écoute, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver plus facilement? Est-ce que c'est plutôt sur Instagram? Tu es aussi beaucoup présente sur LinkedIn. Où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, merci à toi pour liker sur le podcast. J'ai passé un merveilleux moment. J'espère avoir aidé au maximum ton audience. Tu peux me retrouver sur Instagram sur le regard angélique avec un underscore, c'est le tiret du bas, le regard angélique. Sur LinkedIn, Angélique Gauthier, le regard angélique. Et partout, on me retrouve au nom de le regard angélique, notamment sur mon site internet, leregardangélique.fr. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et je ne manquerai pas, évidemment, de mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci à toi. Merci, Yann.
Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, que les conseils concrets d'Angélique vous seront utiles, surtout si vous l'écoutez au moment de sa sortie, c'est-à-dire le 19 juin. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Angélique sur ses réseaux sociaux. Et puis, si vous souhaitez améliorer vos photos, vous avez tout l'été pour vous y mettre. Et puis, pourquoi pas, sinon, vous mettre pour objectif de le faire à partir de la rentrée. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!